Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième capsule de Catherine répond. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la question de Mathieu Tanguay. Quels seraient les impacts d'un revenu minimum garanti sur le marché du travail? Je sais pas si tu le sais, Mathieu, mais ta question, elle est vraiment d'actualité parce que en ce moment même, il y a plein de pays qui s'intéressent au revenu minimum garanti, dont le Canada. Mais avant d'aller plus loin, que c'est ça, le revenu minimum garanti? Le revenu minimum garanti, ou RMG pour faire plus court, c'est un montant d'argent que le gouvernement donne à chaque citoyen pour s'assurer que tout le monde soit en mesure de répondre à ses besoins de base. Se nourrir, se vêtir, se loger. Bon, là je vous entends déjà me dire, ouais on a déjà ça au Québec puis au Canada. L'assistance sociale, l'assurance emploi, le crédit de solidarité, ça sert justement à ça, que les plus démunis puissent subvenir à leurs besoins. Vous avez raison. Ce qu'on a en ce moment au Canada, c'est une forme de revenu minimum garanti. Mais généralement, quand on parle de RMG, on pense à quelque chose d'un peu plus simple que ce qu'on a en ce moment au Canada. Tu sais, remplir une tonne de papier année après année pour prouver au gouvernement que tu es vraiment dans le besoin. On pense plutôt à une allocation à laquelle chaque citoyen aurait droit, peu importe qu'il soit riche ou pauvre, qu'il ait des enfants ou non, qu'il travaille ou non, et qui remplacerait les programmes d'aide gouvernementale qui existent déjà. Implanter un tel système au Canada, ça pourrait avoir toutes sortes de conséquences positives comme négatives. Tout dépend de la façon dont on organise le revenu minimum garanti. Parce que le RMG, dans le fond, c'est un peu comme une tarte aux pommes. Il existe des centaines de recettes de tarte aux pommes. Certaines sont plus sucrées, d'autres sont plus salées. Jamais salé de la tarte aux pommes. Ah, j'ai dit salé, hein? Oui. Certaines sont plus sucrées, d'autres sont plus santé. Ça dépend des ingrédients qu'on met dedans. Ben, c'est la même chose pour un revenu minimum garanti. Il y a 3 principaux ingrédients dans un RMG. Il y a le montant d'argent que le gouvernement donne aux citoyens, le nombre de personnes qui reçoivent ce montant d'argent-là et le nombre de programmes qu'on abolit pour les remplacer par un RMG. Et selon la quantité qu'on met de chacun de ces ingrédients-là, ben, ça n'aura pas les mêmes effets. Le premier impact potentiel d'un RMG, c'est de réduire la pauvreté. C'est un peu le but de la chose. Pour ça, il faut que le montant d'argent que le gouvernement donne soit assez élevé pour permettre aux gens de subvenir à leurs besoins. Ça, on va en mettre beaucoup. Il faut aussi qu'il soit applicable à un assez grand nombre de personnes pour être sûr qu'on laisse personne de côté dans la pauvreté. Ça aussi, on va en mettre pas mal. Mais il faut faire attention par contre au nombre de programmes qu'on abolit pour les remplacer par un RMG parce que plus on abolit un grand nombre de programmes, plus on risque de pénaliser les gens qui bénéficient déjà de ces programmes-là, donc de les rendre encore plus pauvres. Ça, on va en mettre juste un petit peu. L'autre impact potentiel d'un revenu minimum garanti, c'est de décourager les gens de travailler. Puis ça fait peur à bien du monde. Plus le gouvernement donne un gros montant d'argent, moins les gens vont être incités à aller sur le marché du travail parce qu'ils vont être capables de subvenir à leurs besoins sans avoir à travailler. Mais là-dessus, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Des gens qui travaillent pas, ça veut pas nécessairement dire des gens qui font rien. Hein? Ça peut être des gens qui décident de retourner aux études, qui font du bénévolat ou qui se lancent dans un projet créatif. Donc, des gens qui contribuent quand même à la société d'une certaine façon. Fin de la parenthèse. Le revenu minimum garanti, ça peut aussi coûter cher au gouvernement, surtout s'il y a moins de gens qui sont sur le marché du travail, donc moins de gens qui paient des impôts. Et ça peut vouloir dire, je le sais que vous voulez pas que je le dise là, mais faut voir la réalité en face, une hausse d'impôts ou de taxes. C'est pas garanti qu'un RMG va entraîner une hausse d'impôts ou de taxes, mais c'est fort probable. Plus le montant que le gouvernement donne est élevé, et applicable à un grand nombre de personnes, ben, plus ça coûte cher. Et pour contrebalancer ça, il faudrait abolir un grand nombre de programmes sociaux pour les remplacer par un RMG. Mais il y a des spécialistes qui pensent que même si on abolit tous les programmes sociaux pour les remplacer par le revenu minimum garanti, ben, il faudrait quand même hausser les impôts ou les taxes. Ça pourrait être quelque chose comme la TPS qui passerait de 5 à 7 %. Le revenu minimum garanti, ça pourrait aussi avoir une influence sur les salaires et le marché de l'emploi, mais là-dessus, c'est pas très clair. Hein? Il y a vraiment 2 visions opposées sur la chose. Il
Il y en a qui pensent que si l'allocation du gouvernement est élevée au point où plusieurs personnes décident de ne pas travailler, ben que les employeurs pourraient décider d'augmenter les salaires pour être capables d'attirer des travailleurs. Mais d'un autre côté, il y en a qui pensent au contraire que les employeurs pourraient diminuer les salaires parce que de toute façon, il y a l'allocation du gouvernement pour compenser et permettre aux gens de répondre quand même à leurs besoins. Donc, le défi pour un gouvernement qui souhaite instaurer un revenu minimum garanti, c'est de trouver la recette parfaite, le bon dosage de chaque ingrédient qui va lui permettre de sortir un maximum de personnes de la pauvreté sans que ça coûte trop cher et sans que les gens se désintéressent du travail. Bonne chance! Jusqu'à présent, il n'y a personne qui l'a trouvé la recette parfaite. En fait, on ne sait même pas si elle existe parce qu'il n'y a encore aucun pays qui a implanté un revenu minimum garanti universel sur son territoire. Mais il existe une autre forme de revenu minimum garanti qui, elle, a été testée et c'est l'impôt négatif. Comment ça marche l'impôt négatif? C'est que le gouvernement donne le même montant à tout le monde, mais ce montant-là est déduit en fonction du salaire de chacun. Le pourcentage que le gouvernement enlève à ton allocation quand tu reçois un salaire, c'est ce qu'on appelle le taux de prélèvement. Et ça, c'est un autre ingrédient qu'on ajoute dans la recette. Dites-vous que moins le taux de prélèvement est élevé, plus les gens vont être encouragés à travailler parce qu'il va rester plus d'argent dans leur poche. Oh non, ça, faut pas que j'en mette trop. Admettons que le taux de prélèvement est de 50 %. Ça veut dire que pour chaque dollar que la personne gagne, elle va recevoir 50 % d'un dollar en moins du gouvernement, donc 50 cents de moins. On va y aller avec un exemple. Si le gouvernement décide que le montant de base qu'il donne à chaque citoyen, c'est 20 000 $, bien, la personne qui fait déjà un salaire de 10 000 $ dans son année, elle va recevoir du gouvernement 20 000 $ moins 50 % de 10 000 $, donc 15 000 $. Mais si le taux de prélèvement est de 100 %, comme c'est le cas en ce moment avec l'aide sociale, bien, la personne qui fait 10 000 $ dans son année, elle va recevoir seulement 10 000 $ du gouvernement parce que le gouvernement va lui avoir enlevé l'équivalent de son salaire. Ça donne pas mal moins envie d'aller travailler. L'impôt négatif a été testé au Canada et plus précisément au Manitoba dans les années 70. L'expérience à l'époque s'appelait Mincom et elle a donné des résultats vraiment intéressants. D'abord, concernant l'incitation au travail, on s'est rendu compte que oui, l'impôt négatif faisait en sorte que les gens travaillaient moins, mais pas tant que ça. Ce sont surtout les jeunes hommes célibataires et les mères de jeunes familles qui travaillaient moins. Et les chercheurs ont réalisé en analysant les données que si les jeunes hommes travaillaient moins, c'était surtout pour prolonger leurs études. Et les mères, elles, restaient plus longtemps à la maison avec leurs jeunes enfants avant de retourner sur le marché du travail. Ce qui, au final, peut être considéré comme plutôt positif. Mais le grand constat qui a été tiré de l'expérience Mincom, c'est l'impact qu'a le revenu minimum garanti sur la santé de la population. La chercheuse Evelyne Forget a découvert, en analysant les données, que le taux d'hospitalisation avait chuté de 8,5 % chez les gens qui bénéficiaient du programme. Ces personnes-là allaient moins souvent à l'hôpital pour des cas de blessures ou d'accidents et aussi, elles consultaient moins pour des troubles de santé mentale. Selon Evelyne Forget, les gens qui bénéficiaient du programme à l'époque se disaient aussi plus heureux. Et pour répondre plus précisément à ta question sur l'innovation, Mathieu, on n'a pas de données qui indiquent que les gens ont utilisé l'argent de Mincom pour innover. Mais Evelyne Forget m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui ont affirmé qu'elles avaient utilisé ce revenu supplémentaire-là pour se lancer en affaires ou partir un projet créatif. Plus récemment, il y a quelques pays qui ont décidé de lancer des projets pilotes pour tester le revenu minimum garanti, notamment la Finlande, les Pays-Bas et l'Ontario au Canada. Tous ces projets-là sont en cours, donc ça va prendre un certain temps avant qu'on en ait les résultats. Au Québec, on n'a pas de projet en vue, mais le gouvernement a mandaté un groupe d'experts pour justement se pencher sur la question du revenu minimum garanti. Et ils viennent tout juste de soumettre leurs recommandations, c'est-à-dire de ne pas implanter de revenu minimum garanti au Québec. Pour ces experts-là, ça serait beaucoup trop compliqué de remplacer notre filet social par un seul revenu minimum garanti et selon eux, ça poserait trop de problèmes d'acceptabilité sociale, d'incitation au travail et d'équité. Donc, ce qu'ils suggèrent à la place, c'est de simplifier les programmes d'aide qu'on a déjà au Québec et de les rendre plus efficaces. Reste à voir ce que le gouvernement va décider de faire avec ça.
Voilà Mathieu, j'espère que ça répond à ta question. C'est un sujet qui est vraiment complexe, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous trouverez toutes mes sources dans la description de la vidéo et si jamais vous êtes intéressé à voir les démarches que j'ai faites pour produire cette vidéo-là, je vous invite à consulter mon blog sur Tumblr. N'oubliez pas de m'envoyer vos questions pour de prochaines capsules sur n'importe quel sujet et on se voit dans la prochaine vidéo.